Bonjour, nous sommes le 28 décembre, il est 1h30 du matin, et je vous parlais de la notion de restauration. Je pense que c'est une notion qui est mal comprise, la restauration. Est-ce que ça veut dire un retour en arrière, la restauration? Rien oublier, rien comprendre. Non, la restauration, c'est la restauration du signifiant et non pas du signifié. Et ça, je crois que c'est pas très bien compris. Il ne s'agit pas de perpétuer des contenus qui auraient pu être instaurés et installés à un moment donné au sein d'un signifiant, au sein d'un système. Il faut préserver le système, le restaurer, mais ne pas le restaurer avec un contenu ancien. Il faut pouvoir le restaurer en lui restaurant sa dynamique, c'est-à-dire en installant de nouveaux signifiés au sein d'un signifiant ancien. On pense à André Chénier et son affaire du vieux dans le neuf, des neufs dans le vieux, très bien, qui est assez classique en poésie. Il y a une différence. Il faut conserver le cadre, le contenant, mais il faut changer le contenu. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris en fin de compte. C'est-à-dire qu'il faut la restauration, on pense à la restauration française au XIXe siècle, mais la première moitié du XIXe siècle, le premier tiers du XIXe siècle, mais en fait, il ne s'agit pas de répéter les mêmes choses, il ne s'agit pas de bégayer, il s'agit de restituer un cadre et d'en renouveler le contenu. Renouveler le contenu, ça veut dire que on a une certaine liberté par rapport à ce qui a pu être proposé comme contenu jusqu'à là. Ce n'est pas une obligation. La forme reste, mais le contenu peut varier singulièrement. Même par exemple si on prend une constitution, la constitution de la Sécurité publique, elle est un cadre, mais chaque président, chaque gouvernement y apporte des éléments nouveaux. Donc il s'agit simplement de veiller à ce que le cadre ne soit pas atteint et surtout ne soit pas associé à un passé de signifier. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais quand on y réfléchit, ça n'est pas paradoxal. Si je vous dis par exemple que je prends toujours l'image du vase, voilà, eh bien ce vase, évidemment, il est ancien, ce vase. Mais il a beau être ancien, il n'a pas à être associé à des anciens contenus. On peut donc avoir des vases très anciens avec des contenus très, très nouveaux, très modernes. J'ai l'impression que cette notion-là n'a pas été bien comprise. Sur des pensées nouveaux, faisons des vers antiques, disait André Chénier, que j'ai voulu évoquer tout à l'heure. Sur des pensées PENSERS, nouveaux, faisons des vers antiques. Alors, bon, ça veut dire que la forme générale de la versification doit être ancienne, mais les pensées, c'est-à-dire les signifiés que l'on y met, peuvent être totalement nouveaux.
Et là, on a une bonne définition de la problématique signifiant-signifié, désolé de le dire, beaucoup plus pointue que celle de Ferdinand de Saussure. Donc, ouais, donc là, on est quand même à la fin du XVIIIe siècle, hein, et non pas du XIXe siècle. C'est d'ailleurs son mot d'ordre, c'est le mot d'ordre. Sur des pensées nouveaux, faisons des vers antiques. Chénier qui meurt en 1794. Ça veut dire par exemple que la langue française peut resservir, comme la langue hébraïque a pu resservir. La renaissance de l'hébreu, que je connais bien, puisque c'est une langue que j'ai apprise quand j'avais une vingtaine d'années, la renaissance de l'hébreu, c'est bien l'idée qu'on garde les mots, mais on les relie à de nouvelles réalités. Par exemple, le mot électricité, par exemple, on va le chercher dans l'hébreu ancien sans avoir besoin d'emprunter des mots à d'autres langues. Rachmal, ça veut dire l'électricité. Voilà. Mais malheureusement, il faut quand même reconnaître que la langue hébraïque d'aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, a fauté très largement. Et que dans bien des cas, par paresse, ou par méconnaissance, ou par manque de formation linguistique, manque de conscience linguistique, eh bien, on a emprunté des dizaines, sinon des centaines de mots non hébraïques, étrangers, souvent d'ailleurs latins, ou franco-latins, ou même éventuellement des mots russes, mais d'origine française, etc. Enfin, en tout cas, on peut dire que de ce point de vue-là, l'hébreu contemporain je caricature en disant cela, mais s'il n'y avait pas cet alphabet un peu spécifique, l'hébreu contemporain, au niveau oral en tout cas, il y a souvent des mots qu'on comprend, parce que ce n'est pas de l'hébreu, justement. Bon. Alors, c'est dommage qu'il en soit ainsi, mais ça veut dire qu'aussi, dire c'est à mon avis assez significatif, entre parenthèses, car l'incapacité à repenser le lien entre un signifiant et un signifié, ça peut aller très loin. Alors évidemment, un cas hyper classique qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement la façon dont le sionisme est revenu vers la Palestine, à la suite de la déclaration de Balfour de 1917 et de l'effondrement de l'Empire ottoman. 10 ans, plus de 12 ans après la mort de Herzl, qui avait renoncé à cette idée d'un État juif en Palestine quand il est mort, puisque il n'y avait pas encore, la Turquie n'avait pas encore basculé, comme elle l'a fait par la suite, dans le camp opposé aux franco-anglais. Et ça leur a coûté très cher, mais ça aura coûté aussi très cher au monde arabe. Et oui, cette notion d'État juif, ce signifiant de l'État juif, ou l'État des Juifs, comme certains veulent dire, le Judenstaat, eh bien, oui, c'est un signifiant. Maintenant, donc c'est un contenant. Maintenant, quel contenu y mettons, hein? Mettons l'Argentine, y mettons la Palestine, y mettons la France, y mettons le Birobidjan, y mettons Madagascar, qu'est-ce qu'on y met? C'est assez secondaire. À un moment donné, on va dire que voilà, ça sera ça. Mais ça peut être tout à fait autre chose. Dans le cas, la question est de savoir qu'est-ce qui est le plus fort, le signifiant ou le signifié. Est-ce que c'est l'idée d'État juif? En tout cas, dans le cas de la pensée de Herzl, il est clair que l'État juif n'est pas associé de façon indissoluble, et ça c'est très très clair, je l'ai déjà cité d'ailleurs, il n'est pas du tout associé de façon indissoluble à la Palestine. Hein, on va pas revenir là-dessus. Il le dit lui-même, c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. On verra bien. On verra ce que nous propose l'histoire, on verra ce que nous propose les puissances. Voilà, tout simplement. Voilà, il ne va pas plus loin. Donc, son signifiant, c'est l'État juif, avec tout ce qu'on peut
tout ce que ça peut comporter comme signification, effectivement, structurellement. C'est-à-dire une structure où il y a des juifs qui sont là et qui vivent ensemble, voilà. Bon. Maintenant, où ça pourrait se faire, où ça peut avoir lieu, ça c'est complètement secondaire. Dans quel comment va-t-on alimenter ce concept? On peut l'alimenter à un moment donné d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, dans l'histoire des peuples juifs, il y a eu toutes sortes de réponses par rapport à cette question-là. La France elle-même, l'Amérique aussi, d'autres pays, que la Turquie à un autre moment, ont pu apparaître comme des lieux de rassemblement juif, bien sûr. En 1492, quand les Juifs sont allés vers la Turquie, enfin, la Turquie au sens large de l'Empire ottoman, quand il y a eu une période aussi, après la Révolution française, où la France apparaissait comme une sorte de terre promise, et puis d'autres pays encore, en Russie, etc., en Afrique. Voilà. Donc, alors là, bon, voilà qui me paraît important. Hein. On n'est pas obligé de revenir à un État juif en Palestine, c'est pas une obligation. De même que on n'est pas obligé, il faut en faire le deuil. On n'est pas obligé non plus de vivre toujours avec la même femme, n'est-ce pas, sous prétexte que cette femme nous avait choisi à un moment donné, nous avait investi. Voilà, il faut parfois être capable de dire, ben moi je suis un signifiant, effectivement, je suis un signifiant, et je suis un vase, et voilà, ben à un moment donné, ce vase a contenu ceci, à un moment il va contenir autre chose. Voilà.